Voilà un exercice qui arrive à point nommé en Roumanie. Pendant 3 semaines, 5000 militaires européens, dont 3000 Français, se sont entraînés à la guerre grandeur nature. C'est l'opération Dacian Fall. Et une équipe de TF1 LCI, plus précisément Claire Cambier et Camille Souhaut, ont interrogé des soldats. C'est aussi une opération de communication, un déploiement de force pour montrer qu'on est en mesure très rapidement, sur court préavis, de déployer beaucoup de moyens et dans un contexte qui est compliqué géopolitiquement. On a effectué des patrouilles avec des pumas roumains. Ça nous a permis de voler en patrouille avec eux, de voir leur manière de travailler, leur manière de faire sur leur territoire. Et donc ça permet tout simplement de partager l'expérience. Michel Goya, oui. Donc ça c'est un exercice qui est important, mais on dit que les exercices sont toujours à l'avance, organisés bien à l'avance, bien évidemment. Mais oui. combien de mois à l'avance, combien d'années peut-être à l'avance? Peut-être pas, mais il faut plusieurs mois pour organiser un déploiement à travers l'Europe. C'est ça en fait, le test. On a des forces françaises qui sont en Roumanie, basées en Roumanie, façon permanente. De façon permanente. On est en Roumanie, on en a en Estonie, on en parle régulièrement. Et donc là, le but de l'exercice, c'est un exercice c'était d'apporter du matériel. Projection. Oui. C'est un exercice de projection, c'est-à-dire que vous avez en permanence, vous avez une brigade en France qui est en alerte, si vous voulez, et qui doit être prête à partir, à rejoindre. On teste nos capacités à déployer en quelques jours l'équivalent d'une brigade, c'est-à-dire 5000 hommes. Oui, à peu près. Bon, alors quand on dit on teste, ça veut dire le test est réussi quand on met combien de jours? Je veux dire, combien il faut? Mais l'intérêt, c'est de voir justement tous les problèmes que l'on va rencontrer en route. Mais bon, pendant la guerre froide, dans les années 80, on en faisait plein. On faisait des exercices de très grande ampleur. Oui. Beaucoup plus. On faisait des exercices avec 40 000 soldats. Je me rappelle l'exercice monohardiste en 87, où il y avait une grande partie de la force d'action rapide qui était partie du sud de la France, qui était allée en Allemagne. Il y avait 47 000 soldats français qui étaient impliqués dans... Donc là, c'est des mini-exercices. Oui, mais on en fait plein. L'OTAN en fait plein. Donc nous, Français, je l'ai dit, on a une brigade on a 2 divisions dans l'armée de terre qui regroupent la majorité des forces de combat. Il y en a une qui est centrée vers l'Europe, qui doit réfléchir à l'Europe, se préparer. Et à l'intérieur de cette division, vous avez une brigade qui doit être prête à partir à tout moment pour aller renforcer le flanc est européen. Donc ça se conteste. Donc on teste quels sont les problèmes logistiques, les problèmes de réglementation. Oui. Si on envoie des chars Leclerc, est-ce qu'ils peuvent passer partout? Et le problème, c'est aussi que c'est un bataillon multinational. Une brigade multinationale sur place. Oui, bien sûr. Alors c'est dans le cadre de l'OTAN, des forces de réassurance. Mais est-ce que c'est un vrai défi, ça, le fait que ça soit qu'il y ait des problèmes de coordination parce que c'est multinational? Oui, bien sûr, il y a toujours des problèmes de coordination. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était... Mais là, on est dans de nombreux pays. Il y a plusieurs pays simultanément qui sont là. Donc, on teste les procédures, on voit ce qui se passe. Mais après, il y a des trucs, j'y reviens, très bêtes. Comment on fait pour franchir l'Allemagne avec des véhicules blindés on l'a vu que... Comment on fait? On ne sait pas. Mais quand on a déployé le premier bataillon en Roumanie, on a dit, OK, là, on y va. Il y a eu des chars Leclerc qui ont été déployés. Je crois que ils ont mis, de mémoire, 21 jours à traverser pour arriver jusqu'en Roumanie. Oui, parce qu'il paraît que Schengen militaire, ça n'existe pas. Il y a Schengen pour les citoyens, mais pas pour l'équipement militaire. C'est plein de trucs qui ont existé dans le passé, pendant la guerre froide. On s'est organisé, les ponts étaient organisés d'une certaine façon. Il y avait tout un... Voilà, on avait prévu tout ça. Et puis on a oublié ce genre de choses. Et puis maintenant, on a prévu que ce serait la paix. Et donc ces manœuvres sont essentielles parce qu'elles permettent de tester à la fois des conditions techniques, géographiques, tout simplement de circulation, et puis ce fameux mot difficile à dire de l'interopérabilité. Bravo. Qui est de la manière dont, évidemment, tout ça se passe en anglais, mais dont les ordres passent d'un système de radio à un autre système de radio, d'un avion à un char, d'un opérateur d'appui anti-aérien à un avion AWACS dans le ciel. Enfin, et tout ça, ça ne peut fonctionner que s'il y a des tests en permanence et des rappels de procédures, et donc des erreurs qui sont faites et des analyses d'erreurs pour se dire, voilà, on n'a pas réussi à parler, le soldat roumain n'a pas réussi à parler à l'avion français, et qu'est-ce qu'il faut corriger? C'est en permanence. Si ça n'est pas fait en permanence, et pendant de trop nombreuses années, on a estimé que ça n'arriverait plus jamais sur le territoire européen. Donc finalement, c'était pas tellement la peine de tester ça aussi régulièrement. Oui, et du coup, c'est dur maintenant. Du coup, on revient à des opérations. Du coup, c'est dur. Alors, le général qui dirige cette opération, c'est le général Maxime Dautran, qui est commandant de la 7e brigade blindée, brigade dite bonne de guerre.
C'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y est, on est prête. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la brigade qui, au coup de sifflet, doit être capable de partir en Pologne. Bon, alors voilà ce qu'il a dit, le général Dautran. Comme l'a dit, il se réfère au président Macron, comme l'a dit le président Macron, pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être fort. Oui. Là, c'est une démonstration de force, montrer qu'en très peu de temps, nous avons les moyens de déployer des capacités crédibles en combat de haute intensité. Oui, mais effectivement, il y a cette dimension aussi. Sommes-nous craints? Politique. Sommes-nous craints, Michel Goya? Je ne sais pas. Honnêtement, je savais que vous alliez avoir une toute petite hésitation. Donc si on avait déployé, si on était capable de déployer, on va le dire autrement, 30 000, 40 000 soldats, là, ok, là c'est sérieux. Mais là, on parle de 5 000. Oui, non, mais alors, ça teste opérationnel. Vous savez, quand on a professionnalisé l'armée complètement, l'armée française, à partir de 1995, l'objectif, c'était en 2015 d'être capable de déployer 60 000 hommes. Voilà, en disant, voilà, guerre du Golfe, 1990, on a déployé 16 000 hommes, c'était un peu ridicule. Les Britanniques en ont fait beaucoup plus, les Américains n'en parlent pas. Donc, si on veut jouer dans la cour des grands, il faut être capable de déployer 60 000 hommes. Bon, actuellement, on en est toujours à 16 000 soldats. Oui, bah voilà, j'ai ma réponse. Et en attendant, il y a 150 000 Russes autour de la petite ville de Pokrovsk, qui est l'armée russe aujourd'hui, qui fait environ 1,5 million d'hommes, c'est ça? Oui. Donc franchement... on a tout résumé quand on a dit ça. Hein. Le mot interopérabilité que j'entends, mais depuis que j'ai commencé à travailler à l'OTAN, donc ça fait très 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 longtemps, ça va bientôt faire 30 ans, eh bien moi je constate aujourd'hui que nous sommes en 2025, on est encore en train de parler des problèmes liés à l'interopérabilité. Et ça, je trouve que c'est absolument terrifiant. Et oui, et là, ces 5 000 hommes en Roumanie vont faire quoi contre 20 000, 30 000 hommes russes qui... Bon, c'est sûr que si il y a des 30 000 hommes russes à la frontière roumaine, on aura le temps de les voir venir. Mais là, ce que Michel décrit, beaucoup de soldats me l'ont décrit aussi, de militaires me l'ont décrit, c'est le fait qu'on ne puisse pas amener de l'équipement militaire d'un pays à l'autre. Vous ne pouvez même pas traverser une frontière Schengen. Si vous êtes partie des forces de l'ordre, vous ne pouvez pas traverser une frontière avec votre arme. Vous devez la laisser à la frontière française si vous allez dans un autre pays. Donc comment est-ce qu'on va faire si un jour on a un vrai pépin ? Oui, mais il faut aussi souligner le fait que voilà, il y a de nouveau des exercices. Cet exercice. Les exercices sont là pour voir les problèmes. Comme disait cette très belle phrase de Pasteur, la chance appartient aux esprits préparés. Et donc il y a un moment, on se prépare beaucoup plus à cette confrontation. Bien sûr, et vous avez parfaitement raison, Samantha, de pointer toutes ces lacunes et ces choses qui ne fonctionnent pas. Mais si on ne faisait pas ces exercices, ça serait encore pire. Mais bien sûr qu'il faut faire ces exercices, mais ils sont nécessaires aussi pour montrer en face aux Russes que les armées européennes ne font pas de toute façon, si on fait plus d'exercices, moi j'étais russe et je voyais ça. C'est aussi de démonstration de force et de montrer que. Oui, sauf qu'en face, il y en a qui ne sont pas en exercice. En face, ils n'ont pas de problème d'interopérabilité. Ils parlent tous la même langue. Ils n'ont pas de problème. Et avec les Coréens du Nord, il y a de l'interopérabilité. Excusez-moi d'être voilà, celle qui met la mauvaise humeur. Non, c'est très difficile de nous enlever notre mauvaise humeur. Mais avec tout ça, les Américains qui disent on va retirer des hommes, moi si j'étais à Moscou... Ça c'est vrai. Moi si j'étais à Moscou, mais c'est champagne. Voilà. Mais je crois... Oui. Peut-être pas champagne parce qu'il y a des sanctions. Mais champagne soviétique, oui, on avait compris. Le champagne un peu trop sucré que les Russes comparent un peu trop facilement à notre champagne français. Voilà, et qu'il faut leur dire à chaque fois que c'est pas du tout la même chose. Xavier Titelman, les postes de commandement, les PC sont devenus des cibles prioritaires justement dans nos nouvelles guerres, et dans cet exercice, je pense, ça en fait partie. Donc, parce qu'ils doivent être, le défi, c'est de les disperser rapidement, de les déménager rapidement. Et si je comprends bien, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie Li-Fi. Donc c'est un Wi-Fi qui utilise un laser. Donc il n'y a pas de câble entre les serveurs et les ordinateurs. Est-ce que grâce à ça, on peut justement déménager beaucoup plus rapidement nos PC? Est-ce qu'on en est capable? Oui, c'est beaucoup plus rapide. Alors, vous nous rassurez. En gros, ça a été testé par exemple dans les avions de la compagnie nationale. Ça a été testé entre deux navires qui ont permis de faire de l'échange de communication et d'informations. Parce que d'habitude, quand on utilise une radio, le problème, c'est que la radio, tout le monde va le capter autour. Si je vous envoie un rayon lumineux directionnel, il n'y a personne qui peut se mettre entre les deux, ça ne peut pas être intercepté. S'il y a quelqu'un qui se met au milieu, je le détecte tout de suite. Donc déjà, c'est beaucoup plus discret. Et effectivement, quand on s'installe quelque part, très rapidement, on claque des doigts. Et en fait, c'est vraiment une lampe. Mais là, vous parlez de nous, les Français, là. Nous, Français. Oui, parce que vous êtes tellement souvent en Ukraine. Est-ce que les Ukrainiens ont ça? Non, ils n'ont pas ça, parce qu'ils n'ont pas de poste de commande. On a quelque chose qu'ils n'ont pas.
Parce qu'ils ont une capacité j'exagère, évidemment. Ils ont une capacité de se communiquer qui passe à 100% par satellite, par Starlink. Donc le PC de communication... Il pose d'autres problèmes, le fait que ça passe par Starlink. Voilà. Ça pose un problème de souveraineté réel, mais sur le terrain, les drones sont pilotés par Starlink, par des gens qui peuvent se trouver à 100 km de distance. Et avoir des PC à la française, où on se met avec une grosse tente dans un champ à 70 km de distance, c'est suicidaire sur le front ukrainien. Et donc les méthodes qu'on avait avec les postes de commandement, avec les postes médicaux avancés, etc., tout ça, c'est des méthodes qui ne sont pas adaptées. Donc on a des méthodes maintenant pour être plus rapides, mais au regard du retour de ce qu'on voit en Ukraine, c'est malheureusement pas adapté à la réalité. Vous parliez de manière très intéressante du laser, de la technologie laser. Mais il se trouve que, complètement par hasard, j'ai déjeuné aujourd'hui avec l'inventeur, le promoteur français du laser, qu'il avait présenté au général de Gaulle en 1967, il s'appelle Bernard Lavagne. Magnifique coïncidence pour notre émission. Merci Renaud. C'est complètement une coïncidence. Et effectivement, nous étions très bons dans le laser, notamment dans le laser militaire. Vous savez que les Israéliens ont mis au point des lasers militaires qui permettent de descendre des drones, etc. Et c'est évidemment l'arme de demain. Et nous avons fait ces démonstrations. Le général de Gaulle, quand mon ami Lavarini lui a expliqué, il a dit « Ah, on va le faire, très bien ». On a lancé des recherches, il a été ingénieur à Marcoussis, etc. Et en 1985... c'était les dividendes déjà de la détente, etc. On a abandonné ce programme et donc on est maintenant en retard par rapport aux Israéliens et aux Américains qui sont très bons, et même les Chinois, dans la technologie laser, qui va être la technologie de demain pour abattre ces drones. Mais le laser français qui est déployé en Ukraine, qui s'appelle SILAS, tous les lasers d'une manière générale, le problème c'est qu'ils émettent beaucoup de chaleur et donc c'est un phare dans la nuit et ça se fait détecter très facilement. Mais sur les arrières, problème ça quand même, Xavier Tuttelmann. Mais dans tous les camps en réalité. Donc c'est bien pour protéger un aéroport, mais c'est pas bien pour protéger la ligne de front ou des environnements sensibles. Pour protéger des PC, des postes de commandement. C'est trop lourd, c'est trop chaud et ça se fait détecter. Il faut une quantité d'énergie qui est très importante. Très bien, quand il fait mauvais, il y a du brouillard, des trucs. Enfin, ça marche en Israël. Voilà, ça marche en Israël, oui, c'est beau temps. Mais pour revenir un peu à ce que disait Xavier, c'est-à-dire notamment les images que l'on voit, il faut voir le contraste entre les images que l'on voit des troupes qui se déploient, qui combattent à côté des blindés, etc., et ce qui se passe en Ukraine. Il y a un petit décalage quand même. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Donc, le contraste entre les exercices, comme par exemple cet exercice d'Asienfall, et la réalité de la guerre. Mais c'est pas choquant, ça, pour vous, Michel Goya ? Ça, ce qu'on fait, et pour nous aussi, d'ailleurs ? Non, mais ce qu'on voit, c'est ce que moi j'ai toujours connu. C'est une manière de faire. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de drone, quoi. Voilà, on fait sans drone. Mais pourquoi on continue à faire comme s'il n'y avait pas de drone ? Parce qu'on n'en a même pas pour les entraînements. On n'a même pas 10 000 drones pour faire un exercice tel qu'ils l'ont fait. Même les Russes, quand ils font leurs exercices, il y a des drones partout. Parce qu'ils sont bien adaptés à la réalité du terrain. Avoir une colonne de chars comme ça, c'est suicidaire. Chercher à faire du tir direct avec un sniper ou alors avec un char, c'est suicidaire en Ukraine. Et donc on n'a simplement pas encore adapté ces nouvelles méthodes, mais pour lesquelles on n'a pas le choix. On est champion du monde de toutes les guerres possibles jusqu'en 2022. Quel que soit notre ennemi. Dommage. Mais depuis 2022, il y a des choses qui ont évolué. Et puis même, on a loupé une chance, c'est-à-dire que le président Macron, en septembre 2020, il a voulu aider les Arméniens qui étaient attaqués par les Azerbaïdjanais avec le soutien turc. Eh bien, il n'a rien pu leur envoyer, parce que ce qu'il fallait envoyer, la force des Turcs, c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre, c'est qu'ils avaient des drones Bayraktar qui ont pu rafaler les tranchées, directement en étant au-dessus des tranchées et des rafalées, alors que les Arméniens, leurs tranchées ont cédé parce qu'ils n'avaient rien pour attaquer les tranchées azerbaïdjanaises, et le président Macron n'avait strictement rien à leur donner parce qu'on ne fabrique pas de drones... de système de brouillage. De drones français ou de système de brouillage. On est très en retard, en fait. C'est un des plus grands loupés historiques de l'armement français, qui a su être aussi brillant, c'est dans le livre de Michel Goya sur la Première Guerre mondiale, qui a été une industrie militaire hyper brillante, et là, c'est un loupé incroyable de la DGA, du ministère des Armées, d'être en retard sur un pays comme la Turquie. L'armée française est en retard techniquement sur un pays comme la Turquie. C'est quand même un peu fâcheux. En tout cas, en Russie, certains s'en réjouissent, bien évidemment. Écoutons ce qu'a dit, comment a réagi aujourd'hui Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine. Il existe un sentiment pro-militariste très fort au sein des pays européens. Ils imposent de nouvelles augmentations de leur budget de défense. Certains pays, comme la Pologne,
ont déjà augmenté le leur à peu près de 5%. D'autres suivent la même voie, même si cela détruit leur économie. Une telle atmosphère existe bel et bien, et ce n'est pas bon. Mais nous avons toujours compris que ce danger était possible. C'est pourquoi nous avons pris toutes les mesures nécessaires à l'avance pour protéger nos intérêts et notre sécurité. Samantha de Bender, là, Dimitri Peskov qui dénonce le degré de militarisation en Europe. Alors moi j'adore sa phrase, c'est étonnant. Qu'il y en a qui font ça même si ça détruit leur économie. C'est exactement ce que les Russes sont en train de faire. Détruire la leur. Ils sont en train de détruire leur économie. C'est pas la première fois que Dimitri Peskov se plaint de la soi-disant militarisation européenne. C'est pas le premier Russe à le faire non plus. Évidemment, les Russes remarquent que finalement l'Europe s'est réveillée. Alors, pour leur population, ils doivent leur faire croire que l'Europe se prépare à se mettre en guerre avec la Russie. Pour les Russes et pour les dirigeants russes, quand ils expliquent à leur population ce qui se passe, ils ne sont pas en guerre avec l'Ukraine. Comment serait-ce possible que la grande armée russe ne parvienne pas à vaincre ce petit pays corrompu de l'Ukraine? Non, c'est parce que la question se pose déjà. Contre tout l'OTAN. Et la question se posait déjà. Beaucoup de citoyens russes se posent cette question. Comment est-ce possible que nous n'y arriverons pas? Pose-t-il, demande-t-il. Eh bien, ils n'y arrivent pas parce que, les Ukrainiens sont déterminés et défendent leur territoire. C'est exactement comme les Afghans ont défendu leur territoire avec détermination contre l'URSS de 1979 à 1989. Et puis, c'est vrai, les Ukrainiens sont aussi armés par les Européens. Enfin, mais je vous rappelle que les Afghans ont été aidés par les Américains, voilà, qui sont devenus des talibans. Voilà, donc ça c'est un autre problème assez complexe. Vous avez entièrement raison, mais bien sûr que les Russes se posent des questions. Après, est-ce qu'ils se posent des questions sur les failles dans le commandement russe qui a eu lieu au début de la guerre, sur le fiasco des chars, des embouteillages de chars entre la frontière du Bélarus et de Kiev? Les Russes ont appris beaucoup depuis ce fiasco. Et l'armée russe aujourd'hui, avec l'armée ukrainienne, est sans doute une des armées les plus entraînées au monde. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais sous-estimer la Russie. Nous avons souvent tendance à se moquer d'eux. Mais le fait c'est que c'est une armée qui est extrêmement aguerrie aujourd'hui. Mais ils ont contre eux une armée qui est aussi aguerrie et qui défend son territoire. Et c'est toujours très compliqué.